Quand ce vigile a serré ma main à l'intérieur du tribunal et a placé une clé USB glacée dans ma paume avec un mot froissé, je ne savais pas encore que j'étais sur le point de découvrir que mon mari n'était pas seulement infidèle. Il était impliqué dans quelque chose qui allait bien au-delà d'une simple trahison. Quelque chose qui mettait ma vie en danger réel. Et tout a commencé à s'effondrer à cet instant à Lyon, sous les lumières froides d'une salle d'audience où je pensais simplement signer des papiers de divorce. Je m'appelle Océane Lemoine. J'ai passé 27 ans mariée à Mathieu, construisant une vie qui semblait solide, fiable, prévisible. J'ai travaillé comme responsable administrative dans une école publique des environs de Lyon, élevé nos 2 enfants, maintenu notre maison en ordre, croyant toujours que l'amour et le dévouement suffisaient à tout maintenir en place. Jusqu'à ce que, 6 mois avant cette audience, je trouve des messages sur son portable qui ont détruit tout ce que je pensais connaître. Des messages avec une femme que je n'aurais jamais imaginée. Une femme qui fréquentait ma maison, que j'accueillais avec des sourires et du café frais, qui connaissait chaque détail de ma routine. Ce jour de mars, le tribunal de Lyon était particulièrement silencieux. C'était un matin gris, avec ce froid humide qui pénètre les os et rend tout plus lourd. Je suis arrivée en avance, comme je l'ai toujours fait pour les rendez-vous importants, portant un manteau beige qui cachait combien j'avais maigri ces derniers mois. Mon avocat, M. Garnier, un homme d'âge mûr avec des lunettes rondes et une sacoche en cuir usé, m'a salué avec le sérieux protocolaire que j'attendais déjà. Mathieu était assis de l'autre côté de la salle, évitant mon regard comme il le faisait depuis notre séparation. Il portait le costume bleu marine que j'avais moi-même choisi des années auparavant, et cela a provoqué en moi une étrange douleur à la poitrine, un mélange de colère et de mélancolie que je ne savais plus comment traiter. La juge est entrée, tout le monde s'est levé et le rituel bureaucratique a commencé. Des papiers ont été distribués, des termes juridiques prononcés avec cette froideur qui transforme des vies entières en clauses et paragraphes. J'arrivais à peine à prêter attention. Mon esprit vagabondait entre le présent suffocant et les souvenirs de quand tout avait encore un sens, quand je croyais vraiment connaître l'homme assis à quelques mètres de moi. C'est à ce moment de distraction que j'ai senti une présence à mes côtés. Un vigile, grand et à l'expression sérieuse, s'est approché de manière presque imperceptible. Il n'a pas dit un mot, il a juste tenu ma main pendant une seconde et y a déposé quelque chose de petit et lourd, avec un papier plié de façon précipitée. Ses yeux ont croisé les miens avec une intensité alarmante, comme s'il voulait me transmettre une urgence impossible à ignorer. Avant que je puisse réagir ou demander quoi que ce soit, il s'est rapidement éloigné par le couloir latéral, disparaissant entre les lourdes portes du tribunal. Mon cœur a commencé à battre de façon désordonnée. J'ai senti le poids de la clé USB dans ma main et, les doigts tremblants, j'ai ouvert le mot. L'écriture était précipitée, presque nerveuse. Il disait simplement « Vous êtes en danger. Partez. Ne revenez qu'après avoir regardé. » J'ai immédiatement regardé Mathieu. Il était toujours là, feuilletant des papiers avec son avocat, apparemment indifférent à tout. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, une tension dans les épaules, une façon d'éviter de regarder vers la porte par où le vigile avait disparu. Savait-il? Attendait-il que cela se produise? J'ai essayé de me concentrer sur l'audience, mais les paroles de la juge semblaient venir de très loin, étouffées par un bourdonnement constant dans mes oreilles. Mon esprit tournait autour de ce mot, de cet avertissement si direct et effrayant. Danger. Quel type de danger? Qui était cet homme? Pourquoi m'a-t-il remis cela justement là, à ce moment, devant tout le monde? Les questions s'accumulaient sans réponse, et chaque seconde qui passait augmentait la pression dans ma poitrine. Vous qui m'écoutez maintenant, vous comprenez peut-être combien il est difficile de garder son sang-froid quand tout en vous crie de fuir. Si vous avez déjà vécu quelque chose qui a bouleversé votre vie, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Savoir que je ne suis pas seule dans ce parcours me donne la force de continuer à raconter cette histoire. Et si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui suit est encore plus troublant que je ne pouvais l'imaginer à ce moment-là. L'audience s'est terminée de façon mécanique. J'ai signé là où on me l'indiquait, écouté les dernières instructions de mon avocat et je suis sortie de là aussi vite que possible, serrant mon sac fort, sentant le poids de la clé USB comme si c'était une bombe sur le point d'exploser.
Le couloir du tribunal était long et mal éclairé, avec cette odeur caractéristique de moisissure et de produits de nettoyage que tous les bâtiments publics anciens semblent avoir. Chaque pas que je faisais résonnait sur les murs de pierre, et j'avais la sensation constante d'être observé. Quand j'ai finalement atteint le parking, je suis entré dans ma Peugeot 208 et j'ai verrouillé toutes les portes avant même de mettre la clé dans le contact. Je suis resté là, immobile, respirant profondément, essayant de traiter ce qui venait de se passer. J'ai repris la clé USB et je l'ai tenue contre la faible lumière qui venait de la fenêtre. Elle était noire, simple, sans aucune marque ou identification. Le mot était froissé dans mon autre main et je l'ai relu plusieurs fois, comme si les mots pouvaient changer ou révéler quelque chose de plus. Mais non, c'était clair, direct, terrifiant. J'ai regardé autour du parking. Quelques voitures, des gens entrant et sortant du tribunal, rien qui semblait menaçant. Mais la sensation d'être surveillé ne me quittait pas. J'ai démarré la voiture et j'ai roulé jusqu'à mon appartement à Villeurbanne, un quartier tranquille où je m'étais installé après la séparation. Le trajet a semblé durer une éternité. Chaque feu rouge augmentait mon anxiété. Chaque voiture qui suivait trop près me faisait regarder dans le rétroviseur avec méfiance. Quand je suis finalement entré dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte, fermé tous les rideaux et me suis assise sur le canapé du salon, encore en manteau, tenant toujours la clé USB, comme si c'était la seule chose réelle dans ce moment de confusion totale. Je suis resté là pendant presque 1 heure, simplement à regarder ce petit objet mystérieux, essayant de trouver le courage de le connecter à mon ordinateur. Qu'allais-je trouver? Qui avait mis ces informations-là? Et pourquoi un vigile du tribunal prendrait-il un tel risque pour me remettre cela? 1000 possibilités passaient par ma tête, chacune plus effrayante que l'autre. J'ai pensé à Mathieu, à comment il avait changé ces dernières années, plus distant, plus secret, avec ses appels étranges qu'il répondait toujours dans une autre pièce. J'ai pensé à Claire, ma meilleure amie, ou la personne que je pensais être ma meilleure amie, jusqu'à ce que je découvre que c'était elle qui échangeait ses messages intimes avec mon mari. Et maintenant, y avait-il quelque chose d'encore pire caché dans cette clé USB? Finalement, les mains tremblantes, je me suis levée et j'ai allumé mon ordinateur portable. Le son du démarrage ne m'avait jamais paru aussi fort, aussi perturbant. J'ai connecté la clé USB et j'ai attendu. L'écran a montré un dossier avec plusieurs fichiers vidéo, tous numérotés en séquence, sans nom descriptif. Juste des numéros froids, 001, 002, 003, et ainsi de suite. J'ai cliqué sur le premier fichier. L'image a mis quelques secondes à se charger, et quand elle est finalement apparue, j'ai senti mon estomac se retourner. C'était un enregistrement de sécurité, probablement d'une caméra cachée. La qualité n'était pas parfaite, mais suffisante pour reconnaître le lieu. Le bureau de Mathieu dans notre ancien appartement, celui qu'il disait être son espace sacré de travail et où personne ne pouvait entrer sans permission. Dans l'enregistrement, Mathieu était assis derrière son bureau, et il y avait une autre personne avec lui. Ce n'était pas Claire. C'était un homme que je n'avais jamais vu auparavant, robuste, d'apparence intimidante, vêtu d'un manteau sombre. Il conversait, mais l'audio était étouffé. J'ai augmenté le volume au maximum et j'ai réussi à capter quelques mots isolés. Argent, transport, marchandises, risque. Mon sang s'est glacé. Quel type de conversation était-ce? J'ai avancé la vidéo et j'ai vu Mathieu remettre une enveloppe épaisse à l'homme, qu'il a ouverte et vérifié le contenu avant de hocher la tête et de sortir du cadre. Mathieu est resté là, seul, passant ses mains sur son visage avec une expression mélangeant fatigue et désespoir. Je ne l'avais jamais vu ainsi. J'ai fermé le fichier et ouvert le deuxième. C'était du même angle, mais à une autre date. Cette fois, il y avait 3 personnes dans le bureau. Mathieu, le même homme robuste et une femme blonde que je ne connaissais pas non plus. La conversation semblait plus tendue, il y avait des gestes brusques, et à un moment, l'homme a frappé violemment sur le bureau, faisant reculer Mathieu visiblement. J'ai regardé le 3e fichier, puis le 4e. Et à chaque vidéo, la gravité de la situation devenait plus claire. Mathieu était impliqué dans quelque chose d'illégal, quelque chose qui impliquait de grandes sommes d'argent et des personnes manifestement dangereuses. Il y avait des mentions de dépôt, de livraison, de contrats qui ne pouvaient pas être tracés. Dans l'une des vidéos,
J'ai vu Claire entrer dans le bureau avec une mallette. Elle l'a posée sur le bureau, Mathieu l'a ouverte et vérifié le contenu, puis lui a fait un signe avec un sourire qui m'a donné la nausée. Alors c'était ça. Claire n'était pas seulement la maîtresse. Elle était directement impliquée dans ce système, quel qu'il soit. J'ai continué à regarder, incapable de m'arrêter, même en sentant tout mon corps trembler. Il y avait des enregistrements de réunions, de transferts d'objets suspects, de conversations où des noms étrangers étaient mentionnés, des lieux dont je n'avais jamais entendu parler. Et puis, dans le 15e fichier, quelque chose qui m'a complètement figé. C'était un enregistrement plus récent, je pouvais le voir par la date dans le coin inférieur de l'écran. Mathieu était seul dans le bureau, au téléphone, et cette fois, l'audio était parfait. Il disait « Elle ne sait rien, on peut continuer comme prévu. Quand le divorce sortira, je transfère tout à son nom et ils ne pourront jamais retrouver la trace. Elle assumera la faute sans même s'en rendre compte. Le monde a tourné autour de moi. Mon propre mari prévoyait de m'utiliser comme prête-nom, comme bouc émissaire pour des crimes dont je ne savais même pas qu'ils existaient. Il allait transférer des actifs illégaux à mon nom, me transformer en criminel sans que j'aie la moindre idée de ce qui se passait. Et après ? Après, je serais arrêtée, enquêtée, détruite, pendant que lui et ses complices disparaîtraient avec l'argent sale, libres de toute responsabilité. J'ai éteint l'ordinateur et je suis restée là, dans l'obscurité de mon salon, essayant de traiter l'ampleur de ce que je venais de découvrir. 27 ans de mariage, 2 décennies et demie aux côtés d'un homme que je pensais connaître, et tout n'était qu'un mensonge construit sur des mensonges encore plus grands. Mais maintenant je savais. Maintenant j'avais des preuves. Et maintenant je devais décider quoi faire de ces informations avant qu'il ne soit trop tard. La question qui résonnait dans mon esprit était simple et terrifiante en même temps. Si Mathieu était prêt à me détruire de cette façon, que serait-il encore capable de faire pour protéger ses secrets? Et qui était ce vigile qui avait risqué tout pour me remettre ses preuves? Était-il lui aussi en danger? Est-ce qu'en acceptant cette clé USB, j'étais devenue une cible? La nuit qui suivit fut la plus longue de ma vie. Je restais assise dans mon salon, incapable de fermer les yeux, regardant fixement les rideaux tirés, comme si quelqu'un pouvait surgir à tout moment. Chaque bruit dans l'immeuble me faisait sursauter. Chaque voiture qui passait dans la rue me donnait l'impression d'être suivie. J'avais verrouillé toutes les portes, vérifié toutes les fenêtres, mais rien ne pouvait calmer cette sensation oppressante d'être prise au piège dans une situation qui me dépassait complètement. Au petit matin, épuisé mais incapable de dormir, je décidai de revoir les vidéos avec plus d'attention. Cette fois, je pris des notes, j'essayais de comprendre la chronologie des événements, d'identifier les visages qui apparaissaient régulièrement, de décrypter les conversations fragmentaires. Il y avait un schéma, une logique derrière tout cela. Et si je voulais me protéger, je devais comprendre exactement dans quoi Mathieu s'était embarqué et comment il comptait me faire tomber avec lui. Les vidéos couvraient presque 2 années. Les premières remontaient à une époque où notre mariage semblait encore intact, du moins en surface. Je me souvenais de cette période. Mathieu avait commencé à rentrer plus tard, à voyager plus fréquemment pour des raisons professionnelles qu'il expliquait vaguement. Il travaillait comme consultant en import-export, un domaine que je n'avais jamais vraiment compris mais qui semblait légitime et respectable. Maintenant, en regardant ces images, je réalisais que son activité officielle n'était qu'une couverture pour quelque chose de beaucoup plus sombre. Dans plusieurs vidéos, je reconnus des objets qui avaient transité par notre appartement. Des mallettes que Mathieu gardait dans son bureau fermé à clé, des colis qu'il récupérait personnellement et qu'il disait contenir des documents sensibles pour ses clients. À l'époque, je n'avais jamais questionné. Pourquoi l'aurais-je fait? J'avais confiance en lui. Je croyais en notre vie ensemble. Mais maintenant, chaque détail prenait une dimension sinistre. Ces mallettes contenaient de l'argent liquide, des documents falsifiés, peut-être même pire. Et moi, dans mon ignorance, j'avais laissé tout cela circuler sous mon toit, devant mes enfants. Mes enfants, Thomas et Amélie. La pensée qu'ils aient pu être exposés à ce monde obscur, même sans le savoir, me rendait physiquement malade. Thomas avait 24 ans maintenant. Il vivait à Paris, où il terminait ses études d'ingénieur. Amélie, 22 ans,
travaillait comme assistante marketing à Marseille. Ils avaient tous les deux été dévastés par notre séparation. Mais je ne leur avais jamais révélé la véritable raison, me contentant de parler de différences irréconciliables. Comment pourrais-je maintenant leur dire que leur père n'était pas seulement un mari infidèle, mais un criminel qui avait planifié de détruire leur mère? Je continuais à visionner les fichiers, et il y avait une vidéo particulièrement troublante où Claire apparaissait avec Mathieu et 2 autres hommes que je ne connaissais pas. Ils examinaient des documents étalés sur le bureau, des plans, des schémas qui ressemblaient à des itinéraires de transport. L'un des hommes pointait différentes routes sur une carte de la France, traçant des lignes qui partaient de Lyon vers le sud, vers Marseille, puis vers l'Italie. Claire prenait des notes, posait des questions techniques sur les horaires et les points de contrôle. Elle n'était pas juste une complice passive. Elle était activement impliquée dans l'organisation de ces opérations. La trahison de Claire me blessait peut-être encore plus que celle de Mathieu. Nous étions amis depuis 15 ans. Nous avions partagé tellement de moments, de confidences, de rires et de larmes. Elle était là quand Amélie était née, elle m'avait soutenue quand ma mère était morte, elle était ma confidente, ma sœur de cœur. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Maintenant, je comprenais que tout ce temps, elle jouait un double jeu, qu'elle était dans mon intimité, non par amitié, mais par calcul, pour rester proche de Mathieu, pour avoir accès à notre vie, à nos secrets, à nos faiblesses. Je me levais et marchais jusqu'à la fenêtre, écartant légèrement le rideau pour observer la rue en bas. Villeurbanne était calme ce matin-là. Quelques passants se rendaient au travail, des commerçants ouvraient leurs boutiques, la vie normale continuait pour tout le monde, sauf pour moi. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre existence, comme si tout ce que j'avais construit au fil des années n'était qu'un décor fragile qui s'effondrait maintenant sous le poids de la vérité. Mon téléphone vibra sur la table. Un message de Monsieur Garnier, mon avocat. Il voulait confirmer les prochaines étapes du divorce. Parler des documents de partage des biens qui devaient être signés dans les prochaines semaines. Je fixais l'écran sans répondre. Comment pouvais-je continuer ce processus comme si de rien n'était, alors que je savais maintenant que Mathieu préparait un piège pour me détruire? Devais-je contacter la police? Mais avec quelle preuve? Un pendrive anonyme remis par un inconnu. Serait-il seulement prêt à m'écouter? Ou penserait-il que j'inventais tout cela pour obtenir un avantage dans la procédure de divorce? Je devais être stratégique. Je devais comprendre l'étendue complète du problème avant de faire quoi que ce soit qui pourrait alerter Mathieu ou ses complices. S'ils découvraient que j'avais ces vidéos, que je connaissais leurs plans, ma vie serait réellement en danger. Le billet du garde de sécurité résonnait dans ma tête. Vous êtes en danger. Il avait raison. J'étais au milieu d'un jeu dont je ne connaissais pas toutes les règles, entouré de personnes prêtes à tout pour protéger leurs intérêts. Je retournai vers l'ordinateur et ouvris les derniers fichiers. Ils étaient datés des semaines précédant notre séparation officielle. Dans l'un d'eux, Mathieu parlait au téléphone avec quelqu'un qui semblait être son supérieur dans cette organisation criminelle. La conversation était tendue. Mathieu disait qu'il avait besoin de plus de temps, que les choses se compliquaient, que sa femme commençait à poser des questions. L'autre personne, dont je ne voyais que l'ombre projetée sur le mur, répondait d'un ton menaçant que le temps était écoulé, que les investisseurs attendaient leur retour, que toute erreur serait punie sévèrement. Mathieu avait l'air terrifié. C'était la première fois que je le voyais vraiment effrayé, vulnérable, pris dans une situation qu'il ne contrôlait plus. Pendant un instant très bref, je ressentis presque de la pitié pour lui. Presque. Mais ensuite, je me souvins de ces mots. Elle va assumer la culpa sans même s'en rendre compte. Non, il ne méritait aucune compassion. Il avait fait des choix horribles, et maintenant il était prêt à me sacrifier pour sauver sa peau. La dernière vidéo était différente. Elle avait été enregistrée juste après notre dernière grande dispute, celle où j'avais finalement découvert les messages avec Claire et où j'avais exigé le divorce. Dans cette séquence, Mathieu était seul dans le bureau, la tête entre les mains, visiblement désespéré. Puis quelqu'un frappait à la porte. C'était Claire. Elle entrait, fermait la porte derrière elle, et ils parlaient à voix basse. Je montais encore le volume pour capter leurs paroles. Claire disait « On n'a plus le choix. Elle sait pour nous,
elle va vouloir tout fouiller. Il faut accélérer le plan. Mathieu répondait « Je ne peux pas lui faire ça. C'est la mère de mes enfants. » Claire répliquait froidement « C'est elle ou nous. Les patrons ne vont pas attendre. Ou tu règles ça maintenant, ou ils vont régler à leur manière. Et crois-moi, tu ne voudras pas être là quand ça arrivera. » Mathieu restait silencieux un long moment, puis finalement acquiesçait. « D'accord, on fait comme prévu. Je transfère les actifs sur son nom pendant le divorce. Une fois que c'est fait, on disparaît et elle se débrouillera avec les autorités. » Claire souriait, s'approchait de lui, posait sa main sur son épaule. « C'est la bonne décision. Dans quelques mois, tout sera terminé et on pourra recommencer ailleurs, loin d'ici. » L'écran devint noir. C'était la fin des enregistrements. Je refermai l'ordinateur et restai là, paralysé par ce que je venais d'entendre. Non seulement Mathieu et Claire planifièrent de me ruiner, mais ils le faisaient sous la pression d'une organisation criminelle beaucoup plus large, avec des patrons qui n'hésiteraient pas à utiliser la violence si leur plan échouait. J'étais prise entre deux dangers. D'un côté, la manipulation légale qui ferait de moi une criminelle, et de l'autre, la menace physique réelle si ces gens décidaient que j'en savais trop. Je devais agir. Mais comment? J'avais besoin d'aide. Mais en qui pouvais-je avoir confiance? Mon avocat? Peut-être. Mais il n'était qu'un juriste spécialisé en divorce, pas quelqu'un habitué à gérer des affaires criminelles complexes. La police? C'était risqué sans avoir d'abord sécurisé les preuves de manière légale. Et si Mathieu avait des contacts dans les autorités? C'était peu probable, mais dans ce monde que je découvrais, rien ne semblait impossible. Je pensais alors aux gardes de sécurité. Qui était-il? Pourquoi m'avait-il donné ces vidéos? Était-il un policier infiltré, un ancien complice qui avait eu des remords? Ou quelqu'un d'autre avec ses propres motivations? Il avait pris un risque énorme en me remettant ce pendrive dans le tribunal, devant tout le monde. Cela signifiait qu'il voulait que ces informations sortent, qu'il était prêt à s'exposer pour que la vérité éclate. Peut-être était-ce lui que je devais retrouver en premier. Je cherchais dans ma mémoire tous les détails de notre brève rencontre. Il était grand, la quarantaine, cheveux courts grisonnants, regard intense. Il portait l'uniforme standard des agents de sécurité du tribunal de Lyon. Mais comment le retrouver sans attirer l'attention? Je ne pouvais pas simplement retourner là-bas et demander après lui sans éveiller les soupçons. Il fallait que je sois plus subtile, plus prudente. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à chercher des informations sur les entreprises de sécurité qui opéraient au tribunal. Il y en avait 3 principales qui se partageaient les contrats publics. Je notais leurs noms, leurs coordonnées, mais je savais que les contacter directement serait une erreur. Si cet homme travaillait en sous-couverture, révéler son existence pourrait le mettre en danger et mettre fin à toute possibilité d'obtenir plus d'informations ou de protection. Les heures passèrent, et je réalisais que je n'avais rien mangé depuis la veille. Mon estomac protestait, mais l'idée même de nourriture me donnait la nausée. Je préparai un café fort et m'assis près de la fenêtre, observant le ciel de Lyon qui commençait à s'assombrir. Une autre nuit approchait, une autre nuit où je devrais rester vigilante, où chaque bruit pourrait signifier un danger. Mon téléphone sonna. C'était Thomas, mon fils. Il m'appelait pour prendre des nouvelles, comme il le faisait chaque semaine depuis la séparation. Je fixais l'écran qui clignotait, son nom s'affichant avec la photo de son dernier anniversaire où il souriait largement. Devais-je répondre? Que pourrais-je lui dire? « Bonjour mon chéri, comment vas-tu? »« Ah, moi. Je viens de découvrir que ton père est un criminel qui veut me détruire et que nous sommes tous potentiellement en danger. » Non, c'était impensable. Je laissai la sonnerie s'éteindre et envoyai un message rapide. « Tout va bien, mon grand, je suis juste occupé. Je t'appelle demain. Je t'aime. » Le mensonge me brûla les doigts en l'écrivant, mais je n'avais pas le choix. Il fallait protéger mes enfants de cette situation jusqu'à ce que je comprenne exactement ce qui se passait et comment les mettre à l'abri. Ils ne devaient surtout pas essayer de contacter leur père ou de venir me voir à Lyon tant que je n'avais pas sécurisé ma situation. Je retournai vers les vidéos, cherchant des indices que j'aurais pu manquer lors des premiers visionnages. Il y avait des détails dans l'arrière-plan, des documents partiellement visibles sur le bureau, des conversations téléphoniques dont je ne pouvais capter que des fragments. Je fis des captures d'écran de tout ce qui semblait important. Visage,
plaque d'immatriculation aperçue par la fenêtre du bureau, numéro de téléphone griffonné sur des post-it. C'est alors que je remarquai quelque chose d'étrange dans l'une des vidéos. Dans le coin inférieur gauche de l'écran, il y avait une marque temporelle et un logo que je n'avais pas vraiment observé avant. Le logo appartenait à une compagnie de surveillance privée, et la marque temporelle montrait non seulement la date et l'heure, mais aussi un numéro d'identification de caméra. Cela signifiait que ces enregistrements provenaient d'un système de surveillance professionnel, probablement installé par Mathieu lui-même pour se protéger ou pour avoir des preuves contre ses propres associés. Mais si c'était le cas, comment le garde de sécurité avait-il pu accéder à ces fichiers? Avait-il piraté le système? Était-il complice de quelqu'un qui avait accès direct? Ou était-il possible que Mathieu lui-même ait fait une copie de ces vidéos pour se protéger et que quelqu'un les ait interceptées? Les questions se multipliaient et chaque réponse potentielle en soulevait 10 nouvelles. La nuit était maintenant complètement tombée. Je fermais les rideaux hermétiquement et allumais seulement une petite lampe dans le salon. Mon appartement était devenu une sorte de bunker mental où je me sentais simultanément protégée et prisonnière. Je savais que je ne pouvais pas rester ainsi indéfiniment, cachée, paralysée par la peur. Il fallait que je prenne des décisions, que je passe à l'action. Je décidai de faire des copies du pendrive. J'avais plusieurs clés USB vierges dans un tiroir. Je copiais l'intégralité des fichiers sur 3 supports différents que je cachais ensuite dans des endroits distincts de l'appartement. L'un dans une boîte de thé au fond du placard de la cuisine, un autre dans la doublure d'un vieux manteau que je ne portais plus, et le dernier dans le réservoir des toilettes, emballé dans un sac plastique étanche. Si quelqu'un venait fouiller mon appartement, il serait difficile de trouver les 3 en même temps. Ensuite, je rédigeais une lettre détaillant tout ce que j'avais découvert. Je décrivis les vidéos, les personnes impliquées, les conversations que j'avais entendues et surtout le plan de Mathieu pour transférer les actifs criminels à mon nom. Je mis cette lettre dans une enveloppe cachetée avec une copie du pendrive et je la confiai à ma voisine de palier, Madame Dubois, une retraitée discrète et de confiance qui m'avait toujours témoigné de la gentillesse. Je lui expliquai que c'était important, que si quelque chose m'arrivait, elle devrait remettre cette enveloppe à la police. Elle me regarda avec inquiétude, voulut poser des questions, mais respecta mon silence et accepta de garder le précieux paquet. Les jours suivants passèrent dans une tension constante. Je continuais ma vie en apparence normale, allant faire mes courses, répondant aux appels de mon avocat, gérant les aspects administratifs du divorce. Mais intérieurement, j'étais dans un état d'alerte permanente. Je vérifiais constamment si j'étais suivie, je changeais mes trajets quotidiens, j'évitais les endroits prévisibles. Je savais que si Mathieu ou ses associés avaient le moindre soupçon que je détenais des informations compromettantes, ils agiraient rapidement. Un matin, je reçus un appel d'un numéro inconnu. J'hésitais avant de répondre, mais la curiosité l'emporta. « Madame Lemoine », demanda une voix masculine que je ne reconnus pas. « Oui, qui est à l'appareil ?» répondis-je prudemment. « Nous devons nous rencontrer. C'est au sujet du pendrive. Ne dites rien, ne confirmez rien par téléphone. Demain, 15h, parc de la Tête d'Or, près de la Roseraie. Venez seul. » La communication fut coupée avant que je puisse dire quoi que ce soit. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes tempes. Qui était cet homme? Le garde de sécurité? Un de ses complices? Ou quelqu'un envoyé par Mathieu pour me tendre un piège? Le parc de la Tête d'Or était un lieu public. Il y aurait du monde, ce qui était plutôt rassurant. Mais en même temps, un lieu public signifiait aussi plus de possibilités de surveillance, de témoins, de complications. Je passais la journée à réfléchir à ce rendez-vous. Devais-je y aller? Devais-je en informer quelqu'un? Finalement, je décidai de prendre le risque. J'avais besoin de réponses, et peut-être que cette personne pourrait m'aider à comprendre la situation complète et à trouver un moyen de me protéger. Mais je ne serais pas imprudente. J'écrivis un message détaillé sur ce rendez-vous, l'heure, le lieu, et je le programmais pour être envoyé automatiquement à mon avocat si je ne le supprimais pas dans les 2 heures suivant 15h. Le lendemain arriva plus vite que je ne l'aurais voulu. Je m'habillais simplement, un jean, un pull confortable, des chaussures plates pour pouvoir courir si nécessaire.
Je glissai mon téléphone dans ma poche et sortis de l'appartement en vérifiant une dernière fois que personne ne m'observait depuis la rue. Le trajet jusqu'au parc me parut interminable. Chaque passant semblait suspect. Chaque voiture qui ralentissait me faisait sursauter. J'arrivais au parc avec 15 minutes d'avance. La roseraie était relativement calme à cette heure, quelques promeneurs, des joggeurs, des mères avec leurs poussettes. Je m'assis sur un banc d'où je pouvais observer les allées principales et attendre. Les minutes s'égrenèrent lentement. 15 heures arrivèrent. Personne. 5 minutes passèrent. 10 minutes. J'allais partir quand je sentis une présence derrière moi. « Ne vous retournez pas tout de suite », dit une voix basse. C'était lui, le garde de sécurité du tribunal. « Attendez quelques secondes, puis levez-vous naturellement et marchez vers le lac. Je vous suivrai à distance. » Je fis exactement ce qu'il demandait, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression que tout le parc pouvait l'entendre. Je marchais lentement, respirant profondément pour garder mon calme. Après quelques minutes, il apparut à mes côtés, marchant au même rythme que moi. « Vous avez regardé les vidéos ?» demanda-t-il sans préambule. « Oui » répondis-je. « Tout ?» Il hocha la tête. « Alors vous comprenez dans quoi votre mari s'est embarqué. Et vous comprenez pourquoi vous êtes en danger. » Je le regardais enfin vraiment. De près, je pouvais voir la fatigue sur son visage, les cernes sous ses yeux, la tension dans sa mâchoire. « Qui êtes-vous » demandai-je. « Pourquoi m'avez-vous donné ça ?» Il resta silencieux un moment, puis répondit. « Mon nom est Laurent Mercier. Je travaille pour une unité spéciale qui enquête sur des réseaux de blanchiment d'argent et de trafic transfrontalier. Votre mari est sous surveillance depuis presque 2 ans. Mais nous avons besoin de témoins, de preuves concrètes qui tiennent en justice. Et nous avons besoin que vous restiez en vie et libre pour témoigner le moment venu. » Les paroles de Laurent Mercier résonnaient encore dans ma tête alors que nous marchions le long du lac de la Tête d'Or. Des réseaux de blanchiment d'argent, des trafics transfrontaliers. Mon mari, Mathieu, au centre d'une enquête policière qui durait depuis 2 ans. Tout ce temps, pendant que je pensais vivre une vie normale, des agents surveillaient nos mouvements, enregistraient nos conversations, documentaient chacune de nos actions. L'idée me donnait le vertige. « Depuis combien de temps exactement savez-vous » demandai-je, essayant de garder ma voix stable. Laurent me jeta un regard en biais avant de répondre. « Le premier signalement date de mars 2023. Une banque a remarqué des transactions suspectes sur un compte commercial lié au nom de votre mari. Des sommes importantes qui entraient et sortaient rapidement, toujours juste en dessous des seuils de déclaration obligatoire. Ça a déclenché une alerte automatique. Je me souvenais de mars 2023. C'était l'année où Mathieu avait insisté pour que nous rénovions la cuisine. Un projet coûteux qu'il avait financé entièrement avec son argent professionnel. À l'époque, j'avais été surprise par sa générosité soudaine, mais il avait expliqué qu'il venait de conclure plusieurs contrats importants. Maintenant, je comprenais. L'argent ne venait pas de contrats légitimes. C'était de l'argent sale qu'il fallait blanchir, et notre maison était devenue un moyen pratique de le faire. « Et Claire ?» demandai-je, sentant l'amertume monter dans ma gorge. Laurent hocha la tête. « Claire Fontaine. Elle est impliquée depuis le début, peut-être même avant votre mari. Nous pensons qu'elle est celle qui l'a recrutée dans l'organisation. Elle travaillait déjà pour eux quand vous l'avez rencontrée il y a 15 ans. » Cette révélation me frappa comme un coup de poing. 15 ans. Notre amitié entière était un mensonge. Claire ne s'était jamais rapprochée de moi par hasard ou par affection. Tout était calculé, planifié. Elle était là pour avoir accès à Mathieu, pour le surveiller, pour le manipuler. Mais pourquoi moi ? demandai-je, la voix tremblante. Pourquoi voudrait-il me détruire maintenant ? Laurent s'arrêta et se tourna vers moi, son expression grave. Parce que vous êtes devenu un problème. Quand vous avez découvert la liaison et demandé le divorce, vous avez brisé l'équilibre. Mathieu était sous contrôle tant qu'il avait quelque chose à perdre. Sa famille, sa réputation, sa vie stable. Mais maintenant que tout ça s'effondre, il devient imprévisible. Et pour l'organisation, un homme imprévisible est un homme dangereux. Je compris alors la logique tordue de leur plan. En transférant les actifs criminels à mon nom, ils se débarrassaient de 2 problèmes à la fois.
Ils éliminaient les preuves directes contre Mathieu et me transformaient en bouc émissaire parfaite. Une femme divorcée amère, avec des comptes bancaires soudainement remplis d'argent inexpliqué, serait la cible idéale pour les autorités. Pendant ce temps, Mathieu et Claire disparaîtraient avec le reste de l'argent, probablement à l'étranger, commençant une nouvelle vie pendant que je croupirais en prison. « Qu'est-ce que je peux faire ?» demandai-je, sentant le désespoir m'envahir. « Comment puis-je me protéger ?» Laurent reprit la marche, m'indiquant de le suivre. « Vous devez continuer à jouer votre rôle. Agissez comme si vous ne saviez rien. Allez au rendez-vous avec votre avocat. Signez les papiers du divorce comme prévu. Mais surtout, ne confrontez jamais Mathieu directement. Si lui ou Claire soupçonnent que vous savez quelque chose, ils vont accélérer leur plan ou pire, ils pourraient décider que vous êtes une menace à éliminer physiquement. » Un frisson parcourut mon échine. Éliminer physiquement. Il parlait de ma mort comme d'une possibilité réelle, tangible. « Mais les vidéos ?» insistai-je. « J'ai des preuves maintenant. On ne peut pas les arrêter immédiatement ?» Laurent secoua la tête. « Les vidéos sont utiles, mais pas suffisantes pour démanteler toute l'organisation. Nous avons besoin de remonter la chaîne, d'identifier les patrons, les sources de financement, les réseaux de distribution. Votre mari et Claire ne sont que des pions. Si on les arrête maintenant, les autres vont simplement disparaître et recommencer ailleurs. » Sa réponse me frustrait profondément. J'étais prise au milieu d'une opération policière complexe dont je n'étais qu'un élément parmi d'autres, un outil pour atteindre un objectif plus grand. Mais c'était ma vie qui était en jeu, mon avenir, ma liberté. « Combien de temps ?» demandai-je. « Combien de temps dois-je continuer à faire semblant ?» Laurent hésita avant de répondre. « Quelques semaines, peut-être un mois. Nous sommes proches d'une percée. Il y a une transaction majeure prévue début avril. Si nous pouvons documenter ça, nous aurons assez de preuves pour des arrestations en masse. Début avril. C'était dans 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles je devrais vivre dans la peur constante, regarder par-dessus mon épaule, éviter toute erreur qui pourrait me trahir. « Et si quelque chose tourne mal ?» demandai-je. « S'il découvre que je sais ?» Laurent me tendit un petit téléphone portable, un modèle ancien et basique. « Gardez ça sur vous en permanence. C'est un téléphone sécurisé. S'il y a une urgence, composez le premier numéro en mémoire. Quelqu'un viendra vous chercher immédiatement. Mais n'utilisez ce numéro qu'en dernier recours, parce que si vous l'appelez, toute l'opération s'arrête et nous devrons vous mettre sous protection immédiate. » Je pris le téléphone, sentant son poids dans ma main comme un symbole de la gravité de ma situation. Laurent continua. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Votre avocat, Monsieur Garnier. Nous ne pensons pas qu'il soit impliqué, mais nous avons des raisons de croire que quelqu'un dans son cabinet pourrait transmettre des informations à l'organisation. Soyez prudente dans ce que vous lui dites. Ne mentionnez jamais les vidéos ou cette conversation. » Mon niveau d'anxiété montait encore d'un cran. Si même mon avocat n'était pas sûr, alors qui pouvait l'être? « Et mes enfants ?» demandai-je avec urgence. « Thomas et Amélie, sont-ils en danger ?» Laurent me rassura. « Non, ils sont hors de tout ça. L'organisation ne s'intéresse pas à eux tant qu'ils restent à distance de la situation. Mais si vous pouvez trouver un prétexte pour qu'ils ne viennent pas à Lyon dans les prochaines semaines, ce serait mieux. » Nous étions revenus près de l'entrée du parc. Laurent s'arrêta et me regarda intensément. « Madame Lemoine, je sais que c'est terrifiant. Je sais que vous avez l'impression d'être seule dans tout ça. Mais vous ne l'êtes pas. Mon équipe vous surveille. Nous veillons sur vous. Si quelque chose semble suspect, si vous sentez que vous êtes en danger immédiat, n'hésitez pas à utiliser ce téléphone. Votre sécurité est notre priorité, même si parfois il faut prendre des risques calculés pour atteindre nos objectifs. » Il me donna encore quelques instructions pratiques. Où garer ma voiture pour éviter d'être suivi facilement, comment détecter si mon appartement avait été fouillé, des signes qui indiqueraient une surveillance active. Puis il s'éloigna, disparaissant dans la foule des promeneurs comme s'il n'avait jamais été là. Je restais seule près de la sortie du parc, tenant ce téléphone secret dans ma poche, sentant le poids de tout ce que je venais d'apprendre. Les jours suivants furent surréalistes. Je continuais ma routine quotidienne, comme si de rien n'était, mais chaque geste était calculé, chaque parole pesée. Je rencontrais Monsieur Garnier pour discuter des derniers détails du divorce.
Il m'informa que Mathieu avait proposé un accord de partage des biens qui me semblait étonnamment généreux. Il acceptait de me laisser la majorité des actifs communs, y compris notre ancien appartement et plusieurs comptes d'épargne. Mon avocat était ravi, pensant que nous avions obtenu un excellent accord. Mais moi, je savais mieux. Chaque bien, chaque compte que Mathieu me laissait était probablement un piège, une future preuve de mon implication involontaire dans ses activités criminelles. Je feignis l'enthousiasme et acceptais de signer les documents préliminaires tout en sachant que ces signatures pourraient me devenir mon acte d'accusation. C'était comme signer mon propre arrêt de mort financier et légal, mais je n'avais pas le choix. Il fallait maintenir l'illusion. Un soir, en rentrant chez moi, après une course rapide au supermarché, je remarquai que quelque chose n'allait pas dans mon appartement. Rien d'évident, aucun signe de cambriolage, mais plusieurs petits détails étaient différents. Un livre sur l'étagère légèrement déplacé, le tapis de l'entrée pas tout à fait droit, un tiroir de la cuisine qui ne fermait pas complètement alors que je le laissais toujours bien fermé. Quelqu'un était entré ici. Quelqu'un avait fouillé mes affaires. Mon sang se glaça. Je vérifiai immédiatement les cachettes où j'avais dissimulé les copies du pendrive. La boîte de thé, le vieux manteau, le réservoir des toilettes. Tout était intact. Ils n'avaient pas trouvé. Mais le fait qu'il soit entré signifiait que le niveau de menace venait d'augmenter considérablement. Je sortis le téléphone sécurisé et faillis appeler Laurent, mais je me retins. Pas encore. C'était inquiétant, mais pas une urgence immédiate. Il cherchait, mais il ne savait pas encore ce que je possédais vraiment. Cette nuit-là, je dormis à peine. Chaque craquement de l'immeuble me faisait sursauter. Je gardais le téléphone sous mon oreiller, prête à composer le numéro d'urgence à tout moment. Vers 3 heures du matin, j'entendis des pas dans le couloir de l'immeuble. Ils s'arrêtèrent devant ma porte. Mon cœur s'emballa. J'attendis, paralysé, ne respirant presque plus. Puis les pas repartirent, s'éloignant progressivement. Probablement un voisin rentrant tard, mais dans mon état de paranoïa justifié, chaque événement normal devenait une menace potentielle. Le lendemain, je reçus un appel de Thomas. Il voulait venir me rendre visite le week-end suivant. Je dus inventer une excuse pour le dissuader. Je lui dis que j'avais la grippe, que je ne voulais pas le contaminer, qu'il valait mieux qu'on se voie un peu plus tard. Il insista, inquiet, mais finalement accepta. Amélie appela quelques heures plus tard avec la même intention. Je lui répétais le même mensonge. Mes enfants étaient inquiets pour moi et je détestais devoir mentir, mais c'était pour leur protection. Une semaine passa, puis une autre. Nous approchions de début avril, de cette fameuse transaction dont Laurent avait parlé. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je sentais la tension monter autour de moi. Mathieu commença à m'appeler plus fréquemment, prétextant vouloir finaliser les derniers détails du divorce. Mais je percevais quelque chose d'étrange dans sa voix, une nervosité qu'il essayait de cacher. Était-il inquiet que je sache quelque chose? Ou simplement stressé par ses propres problèmes avec l'organisation? Un après-midi, alors que je faisais semblant de lire dans un café près de chez moi, je vis Claire entrer. Mon cœur fit un bond. Elle ne m'avait pas vu. Elle s'installa à une table près de la fenêtre et sortit son téléphone. Je restai caché derrière mon journal, l'observant discrètement. Elle semblait tendue, vérifiait constamment autour d'elle. Puis un homme la rejoignit. Je le reconnus immédiatement. C'était l'un des hommes des vidéos, celui avec le visage marqué et l'allure intimidante. Ils parlèrent à voix basse pendant plusieurs minutes. Je ne pouvais pas entendre leur conversation, mais je voyais leurs expressions. L'homme avait l'air mécontent, presque menaçant. Claire essayait de le calmer, gesticulait avec ses mains comme si elle expliquait quelque chose d'important. À un moment, elle sortit son téléphone et lui montra quelque chose sur l'écran. L'homme examina l'écran longuement, puis hocha la tête lentement. Ils se levèrent ensemble et sortirent du café. Je restais assise, mon cœur battant la chamade. Que venais-je de voir? Un briefing? Une menace? Une nouvelle étape de leur plan? Je voulais appeler Laurent immédiatement pour lui raconter, mais je me souvenais de ses instructions. Seulement en cas d'urgence immédiate. Je pris des notes mentales de tout ce que j'avais observé, décidant de les transmettre lors de notre prochaine rencontre planifiée.
Les événements commencèrent à s'accélérer. Monsieur Garnier m'informa que tous les documents du divorce étaient prêts pour la signature finale. La date était fixée au 8 avril, dans 3 jours. C'était aussi la période où la fameuse transaction devait avoir lieu selon Laurent. Les 2 événements convergeaient vers le même moment et je sentais que quelque chose d'important allait se produire. La veille de la signature, je reçus un message texte d'un numéro inconnu. Il disait simplement « Demain, restez vigilante. Ne signez rien avant mon signal. » C'était forcément Laurent. Je répondis « Compris ». Mais mon niveau d'anxiété atteignit des sommets. Qu'allait-il se passer? Allait-il intervenir pendant la signature? Mathieu serait-il arrêté? Et moi, serais-je enfin libre de tout ça? Cette nuit-là fut la pire. Je ne dormis pas du tout. Je restais assise sur mon canapé, les lumières allumées, fixant la porte d'entrée comme si elle pouvait exploser à tout moment. Le téléphone sécurisé était posé à côté de moi, prêt à être utilisé. J'avais préparé un petit sac avec quelques affaires essentielles au cas où je devrais partir précipitamment. L'appartement était silencieux, trop silencieux, et chaque minute semblait durer une éternité. Quand le matin arriva enfin, j'étais épuisée, mais également dans un état d'hypervigilance. Je me préparais mécaniquement, choisissant des vêtements confortables, attachant mes cheveux en un chignon simple. Je vérifiais une dernière fois les cachettes des pendrives, m'assurant qu'ils étaient toujours là, toujours en sécurité. Puis je sortis de l'appartement, verrouillant la porte derrière moi, me demandant si je reverrais jamais ce lieu où j'avais essayé de reconstruire ma vie après la séparation. Le rendez-vous était fixé à 10 heures au cabinet de Monsieur Garnier. J'arrivais avec 15 minutes d'avance. Mathieu était déjà là, accompagné de son avocat. Il me salua d'un hochement de tête distant. Je lui retournai le geste, évitant soigneusement de croiser vraiment son regard. Mon avocat me fit entrer dans une salle de conférence où tous les documents étaient déjà étalés sur la table. C'était le moment où tout allait basculer d'une façon ou d'une autre. Les documents du divorce s'étalèrent devant moi comme les pièces d'un puzzle machiavélique. Monsieur Garnier expliquait chaque clause avec sa précision habituelle, mais ses mots résonnaient dans ma tête comme des échos lointains. Je fixais la signature de Mathieu déjà apposée en bas de plusieurs pages, une signature que j'avais vue des milliers de fois au fil de nos années ensemble, mais qui maintenant me semblait appartenir à un étranger. Mon téléphone vibra dans ma poche. Le téléphone normal, pas celui de Laurent. Je vérifiais discrètement l'écran. Un message d'Amélie. « Maman, j'arrive à Lyon ce soir. Surprise. J'ai pris quelques jours de congé pour rester avec toi. Tu me manques. » Mon sang se glaça. Non, pas maintenant. Pas aujourd'hui de tous les jours. Je voulais lui répondre immédiatement, lui dire de ne surtout pas venir. Mais Monsieur Garnier me regardait, attendant que je confirme que j'avais compris les termes du partage des biens. « Madame Lemoine ?» insista-t-il gentiment. « Vous avez des questions sur cette section ?» Je secouai la tête, essayant de me reconcentrer. « Non, c'est clair. » Mais rien n'était clair. Ma fille allait débarquer à Lyon en plein milieu de cette situation explosive. Et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter sans éveiller les soupçons de tous ceux présents dans cette pièce. Mathieu était assis en face de moi, apparemment calme, mais je remarquais maintenant les signes de tension que j'avais appris à détecter pendant toutes ces années. La façon dont il serrait et desserrait sa mâchoire, le léger tremblement de sa main quand il tournait les pages, la fine couche de sueur sur son front, malgré la température fraîche de la salle. Il était nerveux. Très nerveux. Était-ce à cause de la transaction criminelle qui devait avoir lieu aujourd'hui? Ou avait-il compris que je savais quelque chose? Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était le téléphone sécurisé dans mon autre poche. Je prétextais devoir aller aux toilettes et sortis rapidement de la salle. Dans le couloir, je sortis discrètement l'appareil. Un message texte de Laurent. Transaction confirmée pour 14 ans. Entrepôt zone industrielle, Vénissieux. Équipe en position. Signature peut procéder. Restez au cabinet après. Nous viendrons vous chercher. Il était 13h15. Dans 45 minutes, tout allait se jouer. Je retournai dans la salle, essayant de contrôler ma respiration. Monsieur Garnier continua sa présentation des documents. Nous arrivâmes à la section des comptes bancaires. C'était le moment que j'avais redouté. Mathieu avait effectivement transféré plusieurs comptes à mon nom, des comptes dont je ne connaissais même pas l'existence avant cette procédure.
Mon avocat me félicitait pour cet accord généreux, ignorant complètement que chacun de ces comptes était probablement rempli d'argent sale, qui ferait de moi une criminelle aux yeux de la loi. Il y a juste une petite formalité, intervint l'avocat de Mathieu, sortant une enveloppe de sa mallette. Monsieur Lemoine souhaiterait que Madame signe également ces documents qui confirment qu'elle accepte la responsabilité complète de ses actifs à partir de la date de signature du divorce. Je tendis la main pour prendre les papiers, mais au moment où mes doigts touchèrent l'enveloppe, la porte de la salle de conférence s'ouvrit brusquement. Laurent Mercier entra, suivi de 4 autres personnes en civil, mais avec des badges de police clairement visibles. « Personne ne bouge », dit-il d'une voix autoritaire. « Police judiciaire. Monsieur Mathieu Lemoine, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, association de malfaiteurs et complicité de trafic transfrontalier. » Le visage de Mathieu se vida de toutes ses couleurs. Il se leva brusquement, renversant sa chaise. « C'est une erreur! Je n'ai rien fait! Océane, dis-leur !» Mais je ne dis rien. Je restai assise, tenant toujours cette enveloppe que je n'avais pas encore ouverte, regardant l'homme avec qui j'avais passé presque 3 décennies se faire menotter sous mes yeux. Son avocat protestait vigoureusement, exigeant de voir des mandats, menaçant de poursuites pour arrestation abusive. Monsieur Garnier était complètement dépassé, regardant alternativement les policiers, Mathieu et moi, avec une expression de totale confusion. Laurent s'approcha de moi et me parla doucement. « Madame Lemoine, vous êtes en sécurité maintenant. Ne signez aucun de ces documents. Ils font partie du dispositif pour vous incriminer. » Il prit l'enveloppe de mes mains et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait effectivement des papiers qui transféraient la responsabilité légale de plusieurs sociétés offshore et comptes bancaires internationaux directement à mon nom, avec rétroactivité sur plusieurs années. Si j'avais signé ça, j'aurais été juridiquement responsable de millions d'euros de transactions criminelles sans même le savoir. Espèce de salaud, murmurai-je, regardant Mathieu qui était maintenant encadré par 2 agents. Il ne me regardait plus. Il fixait le sol, comprenant probablement que tout son plan venait de s'effondrer. Son avocat essayait encore de négocier, de comprendre ce qui se passait, mais c'était fini. C'était vraiment fini. Laurent continua. « Nous avons également un mandat d'arrêt pour Claire Fontaine. Elle avait été appréhendée il y a 20 minutes lors de la transaction que nous surveillions. 3 autres membres de l'organisation sont également en garde à vue. Claire, ma soi-disant meilleure amie, la femme que j'avais accueillie dans ma vie pendant 15 ans. Elle aussi était maintenant derrière les barreaux, payant pour ses trahisons et ses crimes. Les agents emmenèrent Mathieu hors de la salle. Je l'observais partir, cet homme que j'avais aimé, avec qui j'avais construit une famille, partagé des rêves et des peines. Qui était-il vraiment? Avait-il jamais été la personne que je croyais connaître? Ou tout n'était-il qu'une façade depuis le début? Ces questions allèrent me hanter longtemps, je le savais. Mais pour le moment, je ressentais surtout un immense soulagement mêlé d'épuisement. Monsieur Garnier me regarda, avec des yeux ronds. « Océane, que se passe-t-il? Vous saviez pour tout ça ?» Je hochai la tête lentement. « Oui, depuis quelques semaines. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit, mais c'était pour votre protection autant que pour la mienne. » Mon avocat s'assit lourdement, réalisant probablement à quel point il était passé près de me faire signer des documents qui auraient détruit ma vie. Laurent me demanda de les accompagner au commissariat pour faire une déposition complète. J'acceptais, mais d'abord, je devais gérer la situation avec Amélie. Je l'appelais immédiatement. « Ma chérie, il faut qu'on parle. Il s'est passé quelque chose de grave avec ton père. »« Non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas en danger. Mais quand tu arrives ce soir, viens directement au commissariat central de Lyon. Je t'expliquerai tout. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'interrogatoires, de dépositions et de révélations. Je racontais tout depuis le début. Le billet au tribunal, les vidéos sur le pendrive, mes rencontres avec Laurent, la découverte progressive de l'ampleur du complot. Des procureurs se joignirent aux enquêteurs, prenant des notes frénétiquement, posant des questions de plus en plus détaillées. Je leur remis les copies des vidéos que j'avais cachées, ainsi que toutes les notes que j'avais prises. Laurent m'expliqua ensuite l'étendue de l'opération qui venait d'être démantelée. L'organisation criminelle opérait depuis presque 10 ans,
utilisant des réseaux d'import-export légitimes comme couverture pour blanchir des dizaines de millions d'euros provenant de diverses activités illégales. Trafic de marchandises contrefaites, évasion fiscale à grande échelle et même des liens avec des groupes impliqués dans des trafics encore plus graves. Mathieu et Claire n'étaient que des intermédiaires, mais des intermédiaires importants qui facilitaient les transactions entre la France et l'Italie. Grâce à votre coopération et au pendrive, dit Laurent, nous avons pu non seulement arrêter les opérateurs locaux, mais aussi remonter jusqu'à plusieurs têtes de réseau en Italie et en Suisse. C'est une victoire majeure pour nous. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais vidée, trahie, bouleversée, mais aussi soulagée. Incroyablement soulagée d'être encore libre, d'avoir évité le piège qui m'était tendu, de pouvoir continuer ma vie sans ce poids terrible sur les épaules. Amélie arriva vers 19 h. Quand elle me vit dans cette salle du commissariat, entourée d'agents et d'avocats, son visage se décomposa. Je la pris dans mes bras et, pour la première fois depuis des semaines, je me permis de pleurer. Je pleurais pour la vie que nous avions perdue, pour les mensonges qui nous avaient entourés, pour l'innocence brisée. Elle me tenait fort, sans comprendre encore vraiment ce qui se passait, mais offrant ce réconfort inconditionnel que seule une fille peut donner à sa mère. Je lui expliquai tout, lentement, en choisissant mes mots. Son père était en garde à vue, il avait fait des choses graves, illégales, il avait trahi notre confiance de la pire façon possible. Elle écouta en silence, les larmes coulant sur ses joues. À un moment, elle demanda « Et Thomas, il sait ?» Je secouai la tête. « Pas encore, on l'appellera ensemble tout à l'heure. » L'appel avec Thomas fut déchirant. Mon fils, toujours si rationnel, si posé, eut du mal à croire ce que je lui racontais. Il posa 1000 questions, voulant comprendre chaque détail, comme s'il cherchait une explication logique qui rendrait tout cela moins terrible. Mais il n'y en avait pas. Son père était un criminel. Sa mère avait failli être détruite par un complot. Sa famille était brisée au-delà de toute réparation. C'était la réalité, aussi brutale soit-elle. Les semaines qui suivirent furent difficiles mais étrangement libératrices. Le divorce fut finalisé sous une forme complètement différente, avec l'aide de nouveaux avocats spécialisés dans ce type de situation. Tous les actifs suspects furent gelés et saisis par les autorités. Je ne récupérais que ce qui était clairement et légalement à moi. Quelques économies personnelles, mes effets personnels, mon indépendance. Mathieu fut jugé 6 mois plus tard. Je n'assistais pas au procès, mais je suivis les comptes rendus dans la presse. Il fut condamné à 8 ans de prison ferme. Claire reçut 7 ans. Plusieurs autres membres de l'organisation écopèrent de peines similaires. Les médias couvrirent l'affaire abondamment, parlant du réseau lyonnais qui avait blanchi plus de 50 millions d'euros sur une décennie. Mon nom apparut dans les articles comme celui de l'ex-épouse qui avait aidé à démanteler le réseau, mais les détails de mon implication restèrent confidentiels à ma demande et avec l'accord des autorités. Je repris progressivement ma vie. Je changeais d'appartement, quittant Villeurbanne pour un quartier plus calme de Lyon où personne ne me connaissait. Je retournais travailler à l'école où mes collègues m'accueillirent avec chaleur et discrétion. Personne ne posa de questions indiscrètes. Ils savaient que j'avais traversé quelque chose de grave et respectaient mon besoin de normalité. Thomas et Amélie vinrent me voir régulièrement. Nous parlions beaucoup, reconstruisant nos relations sur des bases plus honnêtes. Ils furent incroyablement forts, acceptant la réalité de qui était leur père, tout en refusant de laisser ses actions définir leur propre identité. Je fus immensément fier d'eux. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré les mensonges et les trahisons, nous restions une famille, différente, blessée, mais réelle. Laurent Mercier vint me voir quelques mois après le procès. Nous nous retrouvâmes dans un café tranquille, et pour la première fois, nous pûmes avoir une vraie conversation sans la pression de l'enquête. « Comment allez-vous » me demanda-t-il avec une sincérité qui me toucha. « Je survis », répondis-je honnêtement. « Certains jours sont meilleurs que d'autres, mais je suis libre. Je suis en sécurité, et c'est déjà beaucoup. » Il me raconta que le pendrive que j'avais reçu provenait d'une source interne à l'organisation, quelqu'un qui avait voulu se racheter anonymement après des années de complicité. Cette personne n'avait jamais été identifiée,
et le garde de sécurité qui me l'avait remis n'était qu'un intermédiaire, un contact ponctuel utilisé pour cette unique transmission. C'était quelqu'un qui, comme moi, avait peut-être réalisé trop tard dans quoi il s'était embarqué et qui avait cherché un moyen de limiter les dégâts. « Vous savez, dit Laurent en sirotant son café, ce que vous avez fait demande un courage extraordinaire. Beaucoup de personnes dans votre situation auraient simplement pris les documents, signés et vécu dans l'ignorance jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous avez choisi de regarder la vérité en face, même quand c'était terrifiant. » Je haussai les épaules. Je n'avais pas vraiment le choix. Le billet disait que j'étais en danger. Comment aurais-je pu l'ignorer? Justement, insista-t-il. Beaucoup de gens auraient ignoré. Ils auraient rationalisé, minimisé, trouvé des excuses pour ne pas affronter cette réalité. Vous ne l'avez pas fait. Ces paroles me réchauffèrent un peu. Peut-être avais-je été courageuse, ou peut-être avais-je simplement été assez désespérée pour accepter de voir ce que je ne pouvais plus ignorer. 1 an après ces événements, je me trouvais à nouveau dans ce même tribunal de Lyon où tout avait commencé. Cette fois, c'était pour finaliser définitivement tous les aspects légaux de ma séparation d'avec Mathieu et pour signer les documents attestant que j'étais totalement innocente de toute implication dans ces activités criminelles. Le même couloir, les mêmes murs froids, mais une femme complètement différente qui les traversait. Je pensais à cette personne que j'étais 1 an auparavant. Cette Océane qui croyait que le pire de sa vie était une simple infidélité matrimoniale. Qui pensait connaître son mari, sa meilleure amie, sa propre existence. Comme j'avais été naïve. Mais peut-être que cette naïveté était nécessaire pour survivre. Peut-être qu'on ne peut pas vivre constamment dans la méfiance et le doute. Il faut bien faire confiance à quelqu'un, à quelque chose, même si parfois cette confiance est trahie. En sortant du tribunal ce jour-là, sous un ciel de Lyon finalement dégagé et lumineux, je réalisais quelque chose d'important. Mathieu m'avait pris beaucoup de choses, mes illusions, ma confiance, une partie de mon histoire, mais il ne m'avait pas pris ma force, il ne m'avait pas détruite. J'étais encore là, debout, respirant, avançant, et peut-être que c'était la plus grande victoire de toutes. Je rentrai chez moi ce soir-là et sortis le pendrive original que j'avais toujours gardé dans un coffre-fort à la banque. Je le regardais longuement, cet objet minuscule qui avait bouleversé ma vie entière. Puis je le remis dans son coffret, sachant que je n'aurais probablement plus jamais besoin de le revoir, mais refusant de le détruire. C'était une preuve, pas seulement des crimes de Mathieu, mais de ma propre survie. Une preuve que même quand tout semble perdu, même quand les gens qu'on aime nous trahissent de la pire façon possible, on peut encore trouver un chemin vers la lumière. Quelques mois plus tard, je reçus une lettre. Elle venait de la prison où Mathieu purgeait sa peine. Je faillis la jeter sans l'ouvrir, mais finalement, la curiosité l'emporta. Dans cette lettre, il s'excusait. Il reconnaissait tout ce qu'il avait fait, les mensonges, les manipulations, le plan pour me faire porter le chapeau. Il disait qu'il regrettait, que c'était la peur qui l'avait poussé à ses extrémités, que l'organisation le tenait par des menaces et qu'il s'était senti piégé sans issue. Je lus la lettre 2 fois, puis la repliai soigneusement. Ses excuses ne changèrent rien. Ses regrets ne pouvaient pas effacer ce qu'il avait été prêt à me faire. Mais, d'une certaine façon, savoir qu'il comprenait maintenant la gravité de ses actes m'apportait une forme de paix. Il ne serait plus jamais l'homme que j'avais cru connaître, mais au moins, il n'était plus capable de me blesser. Je ne répondis pas à la lettre. Il n'y avait rien à dire. Notre histoire était terminée, et ce chapitre de ma vie était clos. Je rangeai la lettre avec le pendrive dans le coffre à la banque, des reliques d'une époque que je voulais laisser derrière moi. Aujourd'hui, presque 2 ans après avoir reçu ce billet au tribunal, je vis une vie simple mais authentique. Je travaille toujours à l'école, j'ai quelques amis nouveaux en qui je commence doucement à faire confiance. Et je vois régulièrement mes enfants qui ont continué à construire leur propre vie malgré les cicatrices laissées par les actions de leur père. Certains soirs, quand je suis seule dans mon appartement, je repense à tout ce qui s'est passé. Et je me demande combien d'autres personnes vivent à côté de secrets aussi sombres sans jamais le savoir. La leçon que j'ai apprise,
Si on peut appeler ça une leçon, c'est que la vérité a toujours un prix. Parfois, ce prix est l'effondrement de tout ce qu'on croyait savoir. Mais le prix de l'ignorance est encore plus élevé. Si je n'avais pas accepté ce pendrive, si je n'avais pas regardé ces vidéos, si j'avais choisi de rester dans le confort de l'ignorance, je serais aujourd'hui en prison, ma vie détruite, mes enfants honteux et seuls, et Mathieu aurait continué à prospérer sur le dos de ma destruction. Alors oui, la vérité fait mal, elle brûle, elle détruit des illusions et brise des cœurs, mais elle libère aussi. Elle permet de reconstruire sur des fondations solides, même si cette reconstruction est lente et douloureuse. Et au final, je préfère vivre dans la douleur de la vérité que dans le confort du mensonge. Quand je croise mon reflet maintenant, je vois quelqu'un que je reconnais enfin, pas l'épouse naïve qui fermait les yeux sur ce qu'elle ne voulait pas voir, pas la victime paralysée par la peur et la trahison, mais une femme qui a survécu, qui a choisi de se battre et qui continue d'avancer malgré tout. C'est peut-être la plus grande victoire de toutes, retrouver sa propre image après qu'elle a été déformée par tant de mensonges. Et si mon histoire peut servir à quelque chose, j'espère qu'elle rappellera à d'autres qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux, pour demander de l'aide, pour refuser d'être une victime silencieuse. Les secrets finissent toujours par sortir d'une façon ou d'une autre. Mieux vaut les affronter quand on peut encore contrôler comment ils émergent, plutôt que d'attendre qu'ils nous ensevelissent complètement. Voilà mon histoire. L'histoire d'une femme ordinaire qui a découvert que sa vie était construite sur des mensonges et qui a trouvé la force de tout reconstruire sur la vérité, aussi difficile soit-elle. Ce n'est pas une histoire avec une fin parfaitement heureuse. C'est une histoire sur la survie, la résilience et le courage de continuer quand tout semble perdu. Et peut-être que c'est suffisant. Combien de secrets vivent cachés derrière les portes que nous croyons connaître? Combien de fois avons-nous partagé notre vie avec quelqu'un sans vraiment savoir qui il était? Mon histoire n'est pas unique. Elle est celle de milliers de femmes qui, un jour, ont découvert que leur réalité n'était qu'une façade construite sur des mensonges. Et aujourd'hui, je vous pose cette question qui me hante encore. Si vous étiez à ma place, auriez-vous eu le courage d'ouvrir cette clé USB? Auriez-vous regardé ces vidéos sachant que votre vie ne serait plus jamais la même? Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent ont traversé des trahisons, des moments où le sol s'est dérobé sous vos pieds. Peut-être pas exactement comme moi, mais d'une manière tout aussi dévastatrice. C'est pour cela que je vous demande de partager votre propre expérience dans les commentaires. Racontez-moi si vous avez déjà dû faire face à une vérité impossible à ignorer. Dites-moi si vous auriez pris les mêmes décisions que moi ou si vous auriez choisi un autre chemin. Vos mots, vos histoires, donnent un sens à ce que j'ai vécu. Parfois, nous pensons être seuls dans notre douleur. Nous croyons que personne ne peut comprendre ce poids écrasant de la trahison, cette sensation d'avoir été aveugle pendant des années. Mais en lisant vos commentaires, en découvrant vos récits, je réalise que nous formons une communauté silencieuse de survivantes. Des femmes qui ont refusé de rester victimes, qui ont trouvé la force de se reconstruire malgré tout. Et c'est exactement pourquoi je partage mon histoire aujourd'hui, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Laissez-moi également un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez, de quelle ville, de quel pays résonne ma voix dans vos oreilles. Savoir que mon histoire traverse les frontières et touche des cœurs partout dans le monde me donne une force immense. Chaque message que vous laissez crée un pont entre nous, un lien invisible mais puissant qui nous unit dans nos expériences communes de douleur et de résilience. Si mon témoignage vous a touché, si vous avez ressenti cette connexion profonde avec ce que j'ai vécu, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'appuyer sur un bouton. Vous rejoignez une famille de personnes qui croient en la force de la vérité, qui refusent le silence face à l'injustice et qui comprennent que partager nos histoires est la première étape vers la guérison collective. Votre abonnement est votre manière de dire « Moi aussi, j'ai survécu. Moi aussi, je refuse d'être réduite au silence. » Il y a une question qui traverse mon esprit chaque jour depuis que tout cela est arrivé. Combien de vies auraient pu être sauvées si quelqu'un avait parlé plus tôt?
Combien de femmes auraient évité la destruction si elles avaient su qu'elles n'étaient pas seules, qu'il existait une sortie, qu'il y avait de l'espoir au-delà de la trahison? C'est pour répondre à ces questions que je continue de partager, de témoigner, de vous tendre la main à travers ces mots. Parce que votre histoire mérite d'être entendue autant que la mienne. Alors aujourd'hui, je vous le demande du fond du cœur. Prenez un instant pour laisser une trace de votre passage ici. Dites-moi ce que cette histoire a éveillé en vous. Dites-moi si vous auriez fait le même choix face à ce mot qui disait « Vous êtes en danger ». Dites-moi d'où vous venez et ce qui vous a amené à m'écouter aujourd'hui. Et surtout, abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble, parce que nos voix unies sont plus fortes que tous les secrets qui ont essayé de nous faire taire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être là. Merci d'exister.